Priorité Santé. Claire Hédon. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au sentiment d'abandon, un sentiment fréquent qui remonte à l'enfance, car notre vie est jalonnée de pertes, naissance, sevrage, entrée à l'école qui entraîne une séparation de la maison et aussi avec la mère, déménagement, naissance d'un petit frère et bien sûr perte d'un proche. Et chaque perte d'ailleurs ressemble étrangement à un deuil, chaque séparation entraîne une angoisse qu'il faudra dépasser pour continuer à croître. Alors qu'est-ce exactement que l'angoisse d'abandon ? Quelles sont les causes de ce sentiment ? Quels sont les moyens de sortir de cette peur récurrente ? Et d'ailleurs, pourquoi reste-t-on si souvent accroché à ce qui nous fait du mal ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité, Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste. Il vient de publier « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Sortir de l'angoisse d'abandon, cesser d'être victime ». C'est un livre qui paraît aux éditions Payot. Et si vous avez envie de participer, de poser des questions, d'apporter un témoignage, vous pouvez nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, on aura également au téléphone Jean-Pierre Allais, qui est psychologue clinicien, psychothérapeute au Togo. Et pour terminer, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. RFI. Jean-Louis Bouchou, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. C'est Jean-Charles, pardon, pourquoi Oui. je vous ai appelé Jean-Louis, excusez-moi. Jean-Charles Bouchou et Catherine Solano, bonjour. Bonjour Claire. Jean-Charles Bouchou, qu'est-ce que l'angoisse d'abandon exactement ? Oui, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. Je vous entendais parler de sentiment d'abandon tout à l'heure. C'est beaucoup plus qu'un sentiment. Oui, c'est véritablement une angoisse qui, chez certains, peut même être paralysante. Ce qui est intéressant de repérer, c'est que dans l'angoisse d'abandon, rarement la personnalité abandonnique n'a connu réellement un abandon. Ça peut arriver, mais le plus souvent, on ne retrouvera pas d'abandon chez cette personne. L'angoisse d'abandon, c'est tout simplement la peur d'être le mauvais objet, la peur de ne pas être intéressant, la peur de ne rien valoir, et que par conséquent, forcément, on va être abandonné. Vous démarrez votre livre en imaginant une scène. Oui. Imaginez une forêt de jambes, Lilliput au royaume des géants. Oui. Alors pourquoi ? Racontez-nous. Essayons de nous transposer sur ce que peut vivre le petit enfant. Alors, normalement, on ne le comprend qu'à la fin du texte. C'est un enfant qui doit avoir à peu près 2 ans, qui vit cela. Si vous voulez se représenter aujourd'hui comment l'enfant perçoit les adultes, eh bien, à 2 ans, je crois qu'on fait la moitié de sa taille adulte. Donc, si vous voulez imaginer ce que c'est qu'un adulte vu par un enfant de 2 ans, il vous faut imaginer quelqu'un de 2 fois plus grand que vous, c'est-à-dire quelqu'un qui ferait plus de 3 mètres de haut. Le monde peut être terrifiant pour un petit enfant. Et en tout cas, l'idée qu'on lui lâche la main, l'idée d'être abandonné dans ce monde doit être effectivement terrifiant. Et c'est à cette image qu'il faut se référer quand on a ce sentiment d'angoisse d'abandon. C'est ça, c'est un peu Oui. ça qu'on retrouve. Oui, c'est la peur d'être lâché, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver tout seul et de ne pas y arriver. Vous posez une question dans cet ouvrage. Pourquoi reste-t-on si souvent accroché à ce qui nous fait du mal ? Oh, j'ai donné une image l'autre jour dans une conférence. Je disais... Imaginez un poisson qui tourne en rond dans son bocal et puis il en a ras-le-bol de cette eau, il veut trouver autre chose, il sort hors de son bocal. À peine est-il sorti que tout de suite il étouffe. Alors vite, il va retrouver un autre bocal assez identique en fin de compte pour retrouver la même situation. Même s'il tourne en rond dans son bocal. Il tournera en rond dans un nouveau bocal ressemblant étrangement au précédent. C'est ça qui est terrible, c'est que retrouver des situations déjà connues est rassurant. Et on rencontre souvent des gens, par exemple, qui ont été battus dans leur enfance et qui vont se faire battre une fois adultes, trouver un conjoint violent, par exemple. Et d'ailleurs, vous dites donc qu'il faut remonter à l'enfance. Alors, Oui. Qu'est-ce qui se joue justement à l'enfance par rapport à cette angoisse d'abandon ? Écoutez, l'angoisse d'abandon, on l'a compris, la peur d'être le mauvais objet, la peur de ne pas être bien, est forcément liée au narcissisme, c'est-à-dire à l'image de soi. Le narcissisme, c'est une période assez longue d'ailleurs de la petite enfance, qui participe à la construction de l'enfant. Et il est vraisemblable que dans cette période-là, l'enfant n'a pas été suffisamment rassuré, il n'a pas été suffisamment valorisé. Et donc, il va conserver cette angoisse qu'à tout moment, on pourrait le rejeter et l'abandonner. Ça se joue beaucoup avec la mère, plus qu'avec le père ? Le père, ça se joue avec les parents. Bien évidemment, la mère accueille l'enfant. Vous savez, on pourrait imaginer qu'à sa naissance, l'enfant n'est même pas conscient qu'il existe un autre. Il va d'abord devoir découvrir cela. Et puis ensuite, il s'aperçoit qu'il a une image. Évidemment, cette image, il va l'apercevoir dans le miroir, bien sûr. Mais il l'aperçoit surtout dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que s'il sourit, on lui sourit. S'il boude, on s'inquiète. Donc effectivement, c'est très en lien avec la mère. Arrivera une troisième personne, le père, qui va un petit peu casser cette fusion qui existe entre la mère et l'enfant. Donc le père est très important, bien évidemment, dans l'évolution de l'enfant. Et on va voir tout au long de cette émission comment sortir de cette angoisse d'abandon.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons de l'angoisse d'abandon avec Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste. Et je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Valérie, 27 ans, monitrice éducatrice dans un foyer d'accueil. Elle a vécu une rupture amoureuse il y a 1 mois et demi, donc c'est tout récent. Depuis la séparation, sa santé physique se dégrade, son diabète empire, les ulcères se réveillent. Elle avait d'ailleurs développé des ulcères suite au décès subi de sa mère il y a une dizaine d'années. Des propos recueillis par Pauline Mocor. Je me disais que quelqu'un tenait à moi en quelque sorte. C'était plutôt positif et valorisant. Sauf que voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, donc c'est compliqué. Est-ce que vous aviez l'impression que son regard donnait plus de valeur à votre vie ? Oui, ça c'est évident. Il tenait énormément de valeur, mais après, je pense que je me suis trop bloquée sur cette relation. Ça occupait 90% de mon temps. Je voyais plus mes amis parce que j'avais plus envie de les voir. Je voulais passer que du temps avec elles. Et elle, c'était pareil, mais pas autant. Vous pensez que vous étiez dépendante d'elle ? Je pense que oui. Et que là, je suis en sevrage. Sincèrement. Il n'y avait plus que elle et vous qui comptiez, quoi. Oui. Ouais, c'était en quelque sorte une relation complètement fusionnelle. Vu que de toute façon, à chaque fois qu'on allait quelque part ensemble, on restait collés ensemble. Une fois, elle avait une soirée sur Paris et je devais également aller sur Paris à ce moment-là. On s'est arrangés toutes les deux pour faire notre soirée au même endroit. Et voilà, c'était en quelque sorte nous contre le reste du monde. Est-ce que vous aviez besoin de la combler ? Oui, constamment. À chaque fois, quoi. Souvent, j'essayais de prévoir des petits week-ends que toutes les deux à l'autre bout du monde, non, mais lui montrer que juste moi pouvais lui faire plaisir, tout simplement. Est-ce qu'elle faisait pareil pour vous ? Est-ce qu'elle essayait de vous combler ? Pas autant que moi je le faisais, parce que moi je faisais sûrement un peu trop dans l'excès. J'adorais du moins lui faire plaisir. Et j'arrivais pas forcément non plus à lui dire non ou à m'arrêter. Quelle image vous avez de vous ? Je suis plus quelqu'un qui a un peu perdu confiance en elle depuis la séparation, mais pendant cette relation, en fait, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Mon temps, mon énergie, et je me dis, en fait, j'ai donné tellement pour avoir rien en retour, en fait, je suis en train de me dire. Et pourquoi ça vous fait perdre confiance en vous ? Parce que je me dis que si elle me donne pas de réponse, c'est peut-être parce que je mérite pas d'en avoir ou que ça vaut pas le coup de me répondre. Je me dis que je suis rien, tout simplement, donc c'est pour ça que je mérite pas d'avoir de réponse. Je sais pas si tout le temps où on a été ensemble, si j'étais pas juste un passe-temps qu'autre chose, quoi. Maintenant, faut que j'arrive à faire ma vie sans elle. Après, je pense que je suis quelqu'un qui se sous-estime énormément. Quand il y a beaucoup trop de monde, je me mets à bégayer. Et vous savez pourquoi ? Non, du tout. J'ai jamais su pourquoi. Et puis, j'essaye de faire en sorte de ne pas parler quand il y a trop de monde. Donc, c'est pas un souci qui me pose problème non plus. Mais par exemple, là, je viens d'intégrer un poste avec plus ou moins des responsabilités. Donc, c'est vrai que quand on me l'a proposé, j'ai mis 2 semaines avant de donner ma réponse. Parce que pour moi, j'étais pas capable de pouvoir gérer ce poste. Et en fait, on m'a forcé la main, j'ai pas vraiment eu le choix. Les autres arrivent facilement à vous faire douter de vous ? Oui, mais je le laisse pas paraître. Vous pensez avoir plus de défauts ou plus de qualités ? Je dirais plus de défauts. Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, nous parlons de l'angoisse d'abandon avec Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste et qui vient de publier « Pourquoi m'as-tu abandonné » aux éditions Payot. Jean-Charles Bouchou, j'aimerais bien une réaction à ce témoignage de Valérie, bien révélateur de cette angoisse d'abandon. On est en plein dans le sujet, oui, complètement. C'est exactement ce de quoi je traite dans mon livre, surtout dans la première partie du livre. Alors, ce qu'on peut entendre, vous voyez, si on fait le lien avec l'évolution du petit enfant, on entend beaucoup chez cette jeune femme, elle parle de fusion, un désir de fusion avec l'autre. Et maintenant que la relation est terminée, elle parle de sevrage. Ce sont des mots qui sont très importants, qui disent vraiment beaucoup. La fusion du petit bébé, le sevrage à la fin de l'allaitement. Oui, c'est comme si elle avait été avec sa maman. Ou comme avec une drogue. Exactement.
Oui, oui. Après, ça ressemble à une drogue parce qu'il y a la notion de manque qu'il n'y avait pas peut-être pendant la relation. Et alors, ce qui est très important, c'est de voir que elle trouve que la relation était valorisante et que maintenant, donc, elle ne trouve plus ce regard qui lui donnait sa valeur. C'est-à-dire que la personnalité abandonnique, on pourrait aussi l'appeler la personnalité narcissique, ça revient à dire la même chose, cherche la confirmation de sa propre existence dans le regard de l'autre. Elle n'a pas réussi à dépasser ce besoin d'idéalisation et ce besoin de se retrouver dans le regard de l'autre. Et effectivement, maintenant, du coup, alors elle développe aussi après comment elle se sent. Elle dit qu'elle bégaye quand Oui. elle parle en public, qu'elle n'a Oui. pas confiance en elle, Oui. qu'elle se trouve... Voilà, c'est très Oui, voilà, lié tout ça. il y a une faille narcissique à l'origine de l'angoisse d'abandon. Et puis, il y a aussi le fait que le monde extérieur est perçu comme mauvais. Elle dit, nous étions deux, nous contre le reste du monde. C'est très très important ce qu'elle dit là. Et là, on voit bien que dans l'évolution de l'enfant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, intervient le père. Le père lui représente le monde extérieur au foyer. Et c'est le papa qui prend l'enfant par la main et qui lui dit, viens, je vais te montrer. C'est pas si dangereux à l'extérieur, on peut y aller. Voilà, c'est c'est ça, ça. en gros. Tu peux prendre confiance. Et donc, la personne n'a pas pris confiance. Alors, est-ce qu'elle a eu un papa? Est-ce que le papa était suffisamment présent? Est-ce qu'il a été suffisamment rassurant? Est-ce que la maman a autorisé aussi la séparation avec sa petite fille? Ça, c'est des questions qu'il faudrait lui poser. Et puis enfin, elle ajoute, maintenant que la relation est terminée, je ne suis plus rien. Et aussi, je l'ai entendu là récemment dans un témoignage qui m'a été donné, une jeune femme qui disait, si nous nous quittons, ça veut dire que les 5 années que nous avons passées ensemble n'ont servi à rien. Vous voyez, comme si ça n'avait pas existé. C'est-à-dire que véritablement, l'abandonnique, le narcissique, cherche une confirmation dans le regard de l'autre. On a Patricia qui nous appelle du Bénin, qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Patricia, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Ok, merci. Bonjour à votre invité. Moi, je voudrais mettre un accent en fait sur la solitude. La solitude qui, selon moi, pourrait quand même être l'une des causes de cette angoisse dont vous parlez tout à l'heure. Une solitude également qui trouve ses racines dans l'incompréhension de votre entourage. On se sent incompris et quand on pose certains actes, des actes que vous jugez quand même normaux, mais quand même qui sont mal vus par votre entourage, par votre société. Du coup, vous êtes un peu recluse en quelque sorte et vous vous renfermez sur vous-même et malgré en fait ce monde qui vous entoure, malgré la famille, malgré l'entourage, les amis, il y a quand même un vide en vous, un vide qui selon moi est source d'une certaine angoisse. Alors je voudrais savoir dans ces circonstances comment se fait comprendre par cet entourage qui vous critique et qui n'essaie quand même pas de vous comprendre. C'est ça, il peut y avoir du monde autour de vous, mais on peut se sentir très seul. Et vous aimeriez bien savoir, Patricia, justement, comment se sortir de ce sentiment. Alors, Jean-Charles Bouchot. Oui, paradoxalement, l'abandonnique peut avoir 2 réflexes. C'est-à-dire, soit il va chercher à être très, très entouré, soit, à l'inverse, il va s'isoler. Parce que quand on est tout seul, on risque pas d'être abandonné. Je crois, pour Patricia, j'entends 2 choses. D'abord, est-ce qu'elle est bien entourée? Parce que si véritablement, Patricia, on la critique beaucoup, mais tout simplement, il faut qu'elle abandonne ces gens qui sont malsains pour elle. Quelqu'un qui nous aime sait qu'on a des défauts, il sait aussi qu'on a des qualités, c'est pour ça qu'il nous aime, et il nous aime tel que nous sommes. Là, son entourage, à Patricia, visiblement, est toxique. Hein. Et pour ce qui est de la victime entre guillemets, souvent elle a un problème avec la notion d'idéal. Hein. C'est-à-dire qu'elle aimerait être l'objet idéal. Paradoxalement, l'abandonnique aimerait être l'idéal et se sent particulièrement mauvais. Alors, il faut abandonner ce désir d'idéal parce qu'un être humain, il est fait de qualités, de défauts, de manques, de failles et puis de choses qu'il sait faire aussi. Pour aider Patricia, sur quoi elle peut se pencher sur son enfance pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue comme ça à l'âge adulte? Souvent, la personne abandonnique a idéalisé ses parents. La question elle est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a eu tellement... Parce que tous les enfants idéalisent leurs parents, évidemment. Mais petit à petit, l'idéalisation va tomber. Pourquoi est-ce qu'elle a eu Généralement particulièrement... l'adolescence. Ouais, quand notre enfant, notre adolescent nous dit « tu es ringard », c'est bon signe.
c'est qu'il est en train de se Oui, libérer. Catherine Solano. Oui, vous et rajouter puis, et puis je me disais, elle a l'air particulièrement sensible à la critique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand une critique nous fait du mal et nous atteint, les personnes qui l'ont faite recommencent. Parce que si on vous fait une critique et vous dites non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes là, c'est toi, tu C'est dans fantasmes ta complètement, tu délires. La personne se dit ma critique ne marche pas, donc j'arrête. Et donc c'est aussi une question de confiance en soi, de laisser glisser les critiques sur soi comme l'eau sur les plumes d'un canard un peu. Jean-Charles Bouchou, alors sur les questions qu'on se pose sur l'enfance, oui. Oui, donc je disais, l'enfant a pu suridéaliser ses parents pour des raisons qui peuvent être que le parent n'était pas suffisamment bon parce que l'enfant a besoin d'un parent idéal. Donc le travail qu'il va devoir faire, c'est désidéaliser ses parents. Parce que si on a les parents idéaux, on a besoin d'être l'enfant idéal. C'est-à-dire que le moindre défaut, la moindre faille sur le vernis va démontrer que nous sommes quelqu'un de mauvais. Quand Patricia est critiquée par son entourage, c'est comme si l'entourage venait lui confirmer « tu es une mauvaise personne ». Il faut tout simplement que Patricia se rencontre elle-même, qu'elle s'aperçoive qu'elle a des défauts, oh là là. Mais aussi les qualités. Exactement, c'est-à-dire que, voilà, comme tout le monde, comme nous tous. Patricia, est-ce que ça vous aide, ces conseils ? Oui, je suis très rassurée parce que là, il y a une sorte de vérité dans ce que vient de dire. Vous vous retrouvez dans ce que... Du coup, quand on vous critique, vous avez envie de faire comme ce que les gens disent. Et vous avez envie, en fait, de vous conformer à ce qu'ils disent. Et du coup, vous ne vous retrouvez pas en se posant des questions de là, qui je suis finalement. Est-ce que l'idéal, c'est que je corresponds à ce que veut mon entourage ou bien que je reste moi-même? Je suis tout à fait d'accord. Oui, Jean-Charles Bouchou. Et paradoxalement, la personnalité abandonnique, si elle est critiquée par un et si elle est valorisée par un autre, bien, la personne qui l'a valorisée, elle va pas s'attacher à celle-là, elle va s'attacher à la personne qui la critique pour essayer de la convaincre que non, elle est une bonne personne. Et elle finit par n'être entourée que par des personnalités toxiques. C'est très paradoxal. De toute façon, quand elle est valorisée, ça lui fait plaisir, mais je pense qu'elle n'y croit pas. Merci beaucoup en tout cas Patricia et bon courage à vous. Vous dites, Jean-Charles Bouchou, dans votre ouvrage, chaque perte ressemble à s'y méprendre à un deuil. Oui, parce que quand on étudie le fonctionnement du deuil, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, on retrouve à peu près le même genre de choses. Par exemple, quand on perd son emploi, quand on se sépare, il y a toujours une part de déni, une part de colère, de tristesse. Enfin, le cheminement ressemble, lui, à s'y méprendre. On a Paul qui nous appelle de Bamako au Mali. Paul, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Moi, je voudrais poser à peu près 2 questions. Oui. C'est par rapport à une séparation que j'ai vécue depuis 2001. Du coup, à chaque fois que les souvenirs me viennent à l'esprit, j'ai peur. Bon, en résumé, en quelque sorte, c'était une séparation familiale. Je vivais chez un oncle. Donc, j'avais rédigé un journal intime dans lequel je parlais de mon vécu quotidien, en dehors et dans la famille. Dans le journal même, j'ai écrit certains trucs qui n'étaient pas du tout acceptables. Moi-même, je le reconnais aujourd'hui. Bon, un jour, je quitte le lycée vers 17h pour rentrer chez moi. Je trouve que toute la famille avait déjà lu mon journal. Et par la suite, je me suis senti un peu mise à l'écart et j'ai été obligé de quitter la famille et de m'isoler un peu pour poursuivre les études ailleurs. Alors, aujourd'hui, il y a certains membres de la famille qui m'ont tendu la main, ils veulent que je revienne. Mais moi, j'ai peur. Maintenant, la question que je voudrais poser, si je crains, par exemple, d'être abandonné à nouveau, ou si je me retiens d'agir par crainte de rejet, que dois-je comprendre? Est-ce que je dois dire que j'ai encore du travail à faire pour prendre mon indépendance, ou dois-je me poser des questions sur ma façon de créer des relations? Alors, si vous le voulez bien, Paul, vous restez en ligne. On vous reprend dans 3 minutes, juste après les informations. Et Jean-Charles Bouchou répondra à vos questions. Donc, on se retrouve dans 3 minutes après les infos. Priorité santé, Claire Hédon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'angoisse d'abandon avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste. Il vient de publier « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Sortir de l'angoisse d'abandon, cesser d'être victime ». C'est un livre qui paraît aux éditions Payot et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Vous pouvez également envoyer un email à priorité.santé@rfi.fr et Facebook est aussi un bon moyen de nous poser des questions.
Juste avant les informations, nous étions en ligne avec Paul de Bamako au Mali, d'ailleurs qui est toujours en ligne et qui nous écoute. Il nous a expliqué pourquoi il intervenait. Il avait envie de vous poser une question. Il vivait dans la famille de son oncle. Il avait écrit un journal intime et d'un seul coup, il rentre un jour du collège, de l'école et il s'aperçoit que toute la famille est en train de lire son journal intime. Depuis, il est parti, il y a eu une petite gêne et il se sent un peu seul, éloigné de la famille. Il aimerait bien savoir quelles sont les conséquences un peu de ce sentiment d'abandon. Alors Jean-Charles Bouchot, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Tout de suite, j'ai envie de lui dire que c'est inadmissible ce qu'on lui a fait vivre. Un journal intime, hein, ça le dit, le mot le dit, c'est l'intimité. On n'a pas à toucher à l'intimité de l'autre sans qu'il nous l'ait demandé ou sans sa permission. Donc ça fait étonnamment penser à un viol. Le mot est peut-être un peu fort, mais on a violé son intimité, on est allé voir son jardin secret. Parce que quand nous nous construisons, hein, nous comprenons au bout d'un moment qu'il existe un extérieur et un intérieur, et l'intérieur, nos fantasmes, nos pensées, nos désirs, personne ne les connaît. Et on ne peut pas tout dire. Voilà. Et on ne peut pas tout dire, et on n'a pas envie de tout dire. Hein. D'où l'intérêt de ce journal intime à qui on peut dire plein de choses. Et ça doit rester un secret. Donc certainement, dans son éducation, Paul n'a pas réussi à se forger une intimité. Et ça le met en grand danger. Et pourquoi est-ce qu'il a du mal et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas retourner vers sa famille? À mon avis, je lui propose, c'est tout simplement par peur de retrouver cette douleur, parce que il a dû se sentir trahi. Et évidemment, quand on a eu mal à un moment donné, à un endroit, bien, on évite de retourner à cet endroit. Oui, Catherine Solano. Et puis ce que j'ai entendu, c'est qu'il se sent très coupable. Il dit j'ai écrit des choses qui sont inadmissibles. Et ben moi, je suis pas d'accord. Tout le monde pense des fois de son conjoint, de ses parents, quel salopard, quel connard. Je le déteste. Ils sont vraiment minables. C'est normal. Tout le monde pense ça par moment. Des gens qu'on aime le plus. Hein. Et évidemment, quand on l'écrit, que les autres le lisent, ça leur fait du mal. Mais c'est pas du tout anormal. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable de ça, moi, je trouve. Paul, est-ce que ça vous aide, ce que vient de dire à la fois Catherine Solano et Jean-Charles Bouchou? Ça nous aide vraiment, ça m'aide vraiment. Ça vous aide vraiment, et c'est vraiment, vous êtes senti très atteint quand vous avez découvert qu'on a lu votre journal intime. Ah oui, j'ai vraiment très blessé. Donc pour moi, c'était même inadmissible que je vienne trouver que toute la famille est au courant de ce que j'avais écrit en intimité. Donc en quelque sorte, je me suis senti un peu trahi. Et donc, par la suite, j'ai décidé de quitter la maison pour aller vivre ailleurs. Et c'est ce qui m'a même d'ailleurs poussé à aller vivre ailleurs. J'ai fait les études ailleurs. Bon, présentement, il y a certains membres de la famille qui me tendent la main, mais moi, j'ai peur d'aller vers eux. Parce que je me suis senti trahi par tous ces gens. Alors, comment dépasser, quand même, Jean-Charles Bouchou, comment dépasser cette peur? Oui, d'autant plus qu'on pourrait se dire que quitter sa famille à un moment donné pour aller fonder un foyer un peu plus loin, c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est dans l'ordre des choses lorsque ça suit effectivement un ordre des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le décider, on va le choisir. Là, c'est différent. C'est pas véritablement un choix qu'a fait Paul. Il s'est sauvé. Il n'est pas parti, il s'est sauvé. C'est pas la même chose. Il a voulu se préserver. Et comment, alors pour essayer, parce on sent bien qu'il a aussi envie peut-être de renouer avec la famille, comment on surmonte cette peur? Moi, je crois que dans cette famille, il y a des gens qui sont à éviter apparemment, parce que ce qu'il a vécu est inadmissible. En même temps, ce que dit Paul, c'est qu'il y a des gens qui lui tendent la main. Et je vais vous dire quelque chose de surprenant. Quand on est abandonné, c'est forcément une bonne nouvelle. Parce que la personne qui nous abandonne, ça serait dommage de rester à ses côtés. Et là, ce que nous dit Paul, c'est... Oui, je me suis senti trahi par certains, mais aujourd'hui, il y en a qui me tendent la main. Paul, il suffit maintenant, je pense, de faire un choix. Qui est bon pour vous? Qui est mauvais pour vous? Avec qui est-ce que vous avez intérêt à prendre de la distance et à conserver cette distance? Parce que vous allez prendre soin de vous comme ça. Non pas par peur. Et avec qui ça peut être intéressant de renouer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Paul et bon courage à vous. On a au téléphone Jean-Pierre Allais qui est psychologue clinicien, psychothérapeute. Il est spécialiste des enfants en situation difficile. Il travaille à la Fondation Terre des Hommes. Il travaille au Togo. Jean-Pierre Allais, bonjour. Oui, bonjour. Comment ces questions d'angoisse, d'abandon sont-elles abordées au Togo? Bon, la question, elle est abordée comme elle est souvent abordée ailleurs, mais avec peut-être une particularité socio-culturelle. Jean-Pierre Allais, la ligne téléphonique est vraiment pas bonne du tout. Est-ce que vous pouvez parler bien près du téléphone, ne surtout pas être sur haut-parleur et parler le plus fort possible pour qu'on vous entende bien? D'accord, je vous remercie. Je dis que la question de l'abandon, de l'angoisse d'abandon et du sentiment d'abandon est abordée ici comme elle est abordée ailleurs, mais avec une particularité qui est liée au contexte socio-culturel. Et avant, ici, dans l'éducation des enfants,
la relation n'est pas construite uniquement avec les parents et avec, disons, dans le cadre d'une famille nucléaire. C'est l'ensemble de la société, de la grande famille, qui participe de la construction de la relation de l'enfant et qui donc constitue une base de sécurité et qui peut donc suppléer au problème d'abandon au cas où celui-ci arrive à se poser. Maintenant, aujourd'hui, avec la nucléarisation de la société,